Cher Monsieur Van Assen, cher Monsieur Goldberg, Monsieur le bourgmestre, cher Monsieur le secrétaire d'État, Birmine Mardi, chers collègues, et mesdames et messieurs, dans vos titres et qualités. Je suppose que j'ai suivi trop de discours en français ici à cette salle-là, que j'ai choisi pour faire un discours complètement français ce soir. Je m'excuse déjà pour mon non allemand, non anglais et non flamand. Mais heureusement, le secrétaire d'État a fait un bon discours particulier en flamand sur M. Van Assen, comme ça je peux ajouter quelque chose encore en français. Je suis particulièrement heureux d'être ici parmi vous et de pouvoir vous adresser parce qu'on a une coopération tout à fait parfaite et très bien avec la Fondation Auschwitz. Et pour ça, je vous remercie beaucoup. Ce sont vraiment des relations presque amicales et on a essayé de faire des projets ensemble qui ont été parfois un peu empêchés à cause de la pandémie, mais on a aussi réussi de faire des publications, des autres projets ensemble et pour tout ça, je vous remercie. Parce que, Monsieur le secrétaire d'État, je partage votre opinion complètement. C'est important de garder le souvenir, c'est important d'assurer que ça ne se répète plus jamais. Et évidemment, l'Europe et l'Union européenne, c'était la deuxième chance, en particulier pour l'Allemagne, mais aussi pour tout le continent, de casser ce cercle éternel de guerre et paix et guerre. Et aujourd'hui, nous vivons plus que 70 ans de paix, et ça c'est aussi à cause de l'Union européenne. Je voudrais bien seulement ajouter quelque chose de l'œuvre de M. Van Assen, parce que ça m'a profondément touché ce qu'il a écrit. Et je remercie aussi la Fondation Auschwitz de me donner la possibilité de lire cette œuvre-là. Moi, je suis de formation juriste et politologue et je dois avouer, j'ai dû vraiment me pencher très profondément dans votre œuvre pour le comprendre, mais de facto, je pense, il s'agit en particulier de la question comment parler de l'indicible. Comment parler de la souffrance, de la mort, de l'horreur, et plus surtout, comment parler de l'horreur dans une situation qui semble requérir la plus grande objectivité qui soit. Comment verbaliser l'horreur absolue de manière sereine et objective, tandis que, par exemple, des juges et des procureurs ont des regards fixés sur vous, attendant votre évocation. Sur presque 300 pages à 4 et à l'appui de nombreux exemples concrets et tangibles, Tom Van Assen éclaire cette question de manière complète et détaillée. Il retrace des changements dans la façon dont cette problématique est perçue et un des défis des différences. Et il vous invite à réfléchir à la façon de témoigner de l'horreur sans devenir une cible en retour, ou comment rester crédible alors que vous frissonnez même à l'évocation de l'horreur. Nous connaissons toutes et tous les terribles récits de persécution, des convois, des sélections, des chambres à gaz et de la mort. Ici en Belgique, nous admirons les héros du 20e convoi qui, avec beaucoup de courage et peu de moyens, ont fait office de grains de sable dans les rouages de la machine à tuer nazis. Nous connaissons en Belgique les gens courageuses comme André Geulen-Erskovici qui a défié les nazis en cachant des centaines d'enfants juifs, ou comme Arthur Langermann, qui a été emprisonné par les nazis alors qu'il n'était qu'un petit enfant et qui, avec beaucoup de chance, survécut cette barbarie. Il a ensuite réfléchi aux raisons pour lesquelles cette barbarie avait pu se produire et rassemblé dans ce contexte une des plus grandes, sinon la plus grande collection d'objets antisémites qui existe et qui est exposée à Berlin aujourd'hui. Mais alors, comment en rendre compte? Comment construire le récit de l'horreur? D'abord, en essayant toutes et tous d'être aussi crédibles que possible, en affirmant que les faits se sont effectivement produits tels qu'ils se sont produits et de la façon qu'ils se sont rapportés aussi horribles, aussi terribles qu'ils aient été. Un langage sobre a été et est souvent utilisé à cette fin pour ne pas être attaqué selon la devise « Ah, tout est exagéré, ça n'a pas pu se passer comme ça ». Et Tom Van Assen appelle cela le pathos de l'antipathos. Au tribunal,
dans les traités historiques et aussi souvent dans les romans, on a tenté d'exprimer l'indicible de la manière la plus neutre possible, afin de ne pas ouvrir un terrain d'attaque. Le récit de l'indicible se faisait dans les termes les plus objectifs possibles et aussi afin de ne pas ouvrir en cible aux négationnistes invétérés prétendant encore toujours qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz, pas de camp de concentration et pas de 6 millions de juifs tués. Après avoir lu le travail de Tom Fanash, je me suis demandé si cette objectivation qu'on pensait c'était nécessaire ne faisait pas souffrir les victimes une autre fois, parce qu'elles devraient faire abstraction de leur douleur et qu'elles n'étaient pas autorisées à exprimer ce qu'elles ressentaient. Bien entendu, il n'est d'utilité pour personne que tout le monde se crie dessus avec une grande émotivité, mais il y a quand même des choses qui sont tellement uniques dans leur horreur qu'elles ne peuvent être expliquées et comprises que par le biais des mots uniques et horribles. La Shoah en est indéniablement une. Tom Fanass traite ce problème avec un grand souci de détail et une grande méticulosité. Il décrit l'origine du pathos de l'antipathos et les éléments qui y sont inclus. Il décrit également comment la question de l'émotivité est traitée dans les textes littéraires historiques et comment le lecteur réagit et a réagi à cette façon de présenter l'histoire. Cher Monsieur Fanass, j'ai appris beaucoup sur le langage, sur l'émotivité et sur l'objectivation. Évidemment, j'ai aussi appris beaucoup sur la souffrance. Je vous en remercie sincèrement. Et, chers collègues, chers amis de la Fondation Auschwitz, je vous félicite de votre excellent choix de lauréat de cette année. Bravo pour cette sélection et bravo Tom Fanass. Toutes mes félicitations et merci pour votre attention.